il ne s'attendait pas à ce qu'elle gagne. Pas les juges en blazers impeccables. Pas le public avec ses laisses de créateurs et ses chiens prêts à être photographiés. Et certainement pas Grant Mallory, un juge d'exposition canine renommé, connu pour ses normes strictes et ses opinions inflexibles sur qui appartient vraiment au monde d'élite de la compétition canine. Mais Harper Quinn se tenait au centre du ring, les épaules carrées, une main posée doucement sur la tête d'un berger allemand calme et alerte nommé Valor. À 60 ans, elle ne ressemblait en rien à une compétitrice, mais plutôt à quelqu'un venu d'une vie complètement différente. Une vie marquée par le silence, les cicatrices et la survie. Personne ne savait ce qu'il lui avait fallu pour en arriver là. Personne, à part une fillette de 10 ans nommée Maya, et le chien qui l'avait sauvée plus d'une fois. Ce n'était pas seulement une histoire de victoire. Il s'agissait de guérison, de loyauté, et du lien incassable forgé dans l'obscurité et testé dans le feu. Bien avant de monter sur ce ring, Harper Quinn avait survécu à un autre type de champ de bataille. Pendant plus de 20 ans, elle avait servi comme médecin de combat dans l'armée américaine, soignant les soldats blessés dans les pires conditions imaginables, sous le feu, dans les tempêtes de poussière, au cœur de la nuit. Elle avait vu des choses que la plupart des gens ne pouvaient même pas imaginer. Et elle avait porté chaque cicatrice, chaque cri, chaque dernier souffle des morts au plus profond de ses os. Lorsque le déploiement final a pris fin, la version de Harper qui riait facilement et faisait confiance aux autres a disparu. Honorablement libérée à 54 ans, elle est retournée dans sa ville natale, dans l'Oregon rural, dans l'espoir de trouver la paix. Ce qu'elle a trouvé à la place, c'était un silence qui résonnait trop fort et des ombres qui prenaient vie lorsque le soleil se couchait. Les cauchemars n'ont pas attendu longtemps pour revenir. Les crises de panique non plus. L'oppression dans sa poitrine, la sueur froide, les flashbacks soudains de sirènes, d'éclats d'obus, de cris. Elle évitait les foules, les endroits bruyants, tout ce qui pouvait la déclencher. C'est au cours d'une de ses promenades sans but dans les environs de la ville qu'elle le trouva. Un berger allemand errant, trempé par la pluie, boitant à cause d'une vieille blessure, allongé à côté d'un fossé inondé. Ses côtes saillaient à travers son pelage emmêlé. Ses yeux étaient fatigués, mais attentifs, prudents, blessés. Quelque chose dans la façon dont il n'a pas bronché quand elle s'est approchée lui a dit qu'il avait vu son propre genre de guerre. Elle n'a pas posé de questions. Elle n'en avait pas besoin. Elle ouvrit l'arrière de son camion et dit doucement. « Tu ne vas pas mourir ici. Pas ce soir. » Il monta à bord sans un bruit. Elle le nomma Valor. Elle l'ignorait alors, mais ce chien brisé allait devenir la seule chose stable de sa vie et le début de quelque chose qu'elle pensait avoir perdu à jamais, l'espoir. Au début, ils n'étaient que tous les deux, Harper et Valor, partageant des journées tranquilles et des nuits encore plus silencieuses. Ils ne parlaient pas la même langue, mais ils se comprenaient. Le silence de Harper n'était pas vide pour Valor, et son immobilité n'était pas passive pour Harper. Ensemble, ils trouvèrent un rythme que seuls les survivants connaissent. Puis arriva Maya. La petite fille de Harper, âgée de 10 ans, débarqua avec une valise trop grande pour sa petite taille et des yeux qui avaient déjà vu plus que la plupart des enfants ne devraient jamais voir. Sa mère, la fille de Harper, était décédée subitement. Maya n'avait nulle part où aller. Alors elle alla vivre avec une grand-mère dont elle se souvenait à peine et un chien qu'elle n'avait jamais rencontré. Mais le chagrin reconnaît le chagrin. Il ne fallut pas longtemps à Maya pour se recroqueviller à côté de Valor, posant sa tête contre son flanc comme s'il était fait de sécurité elle-même. Et Valor, comme s'il comprenait le poids que portait l'enfant, resta à ses côtés sans jamais faillir. Au début, Maya ne parlait pas beaucoup, mais elle dessinait. Des carnets de croquis remplis d'images de bravoure, de course, de repos, d'observation. Parfois, elle dessinait aussi Harper, mais toujours de dos, comme si elle avait peur de rencontrer son visage sur le papier. Une nuit, après qu'Harper se soit réveillée d'un cauchemar, tremblante et trempée de sueur, Maya entra dans la pièce, pieds nus et son carnet de croquis à la main. « Tu pleurais » dit doucement la fille. « Je t'ai entendu. » Harper regarda Maya. Pas seulement l'enfant, mais la douleur derrière ses jeunes yeux. Elle avait déjà perdu sa mère. Quel genre de monde serait-ce si elle perdait aussi la seule personne sur qui elle pouvait compter? Harper ne pouvait pas se permettre de s'effondrer. Pas encore.
Si ce n'était pas pour elle-même, alors ce serait pour Maya. Elle devait se battre. Elle devait trouver un moyen de revenir. Harper voulut dire que ce n'était rien. Mais lorsque Maya ouvrit le carnet de croquis et lui montra un dessin de Harper et Valor, recroquevillés ensemble sur le sol comme un bouclier contre l'obscurité, elle ne trouva pas les mots. À partir de cette nuit-là, la guérison devint quelque chose qu'ils faisaient ensemble. Un après-midi, alors qu'Harper nettoyait une vieille boîte de rangement, Maya trouva un manuel de dressage de chiens usés, quelque chose que sa mère avait utilisé autrefois. Plus tard dans la soirée, Harper surprit Maya en train de regarder une vidéo sur les chiens d'assistance qui aident les vétérans souffrant de SSPT. Quelque chose fit tilt. Peut-être que l'entraînement de Valor n'était pas seulement une question d'obéissance. Peut-être que cela pourrait être un moyen de revenir à elle-même. Ils commencèrent donc avec de petits ordres, des routines simples. Pas pour la compétition, pas encore pour la guérison. Ils faisaient des promenades matinales, préparaient des repas simples, entraînaient leur courage avec une patience tranquille. Maya enregistrait des vidéos, applaudissant chaque fois qu'ils réussissaient. Lentement, Harper commença à se sentir à nouveau présente. Pas seulement survivre, mais vivre. Ce qu'ils avaient n'était pas tape à accent grave-l'œil, mais c'était réel. 3 cœurs brisés apprenaient à battre à nouveau en synchronisation. L'idée vint de Maya. Un soir, alors qu'ils étaient assis sur le porche à regarder Valor chasser les lucioles, Maya se tourna vers Harper avec une étincelle dans les yeux. « Grand-mère, il y a un concours de dressage de chiens le mois prochain en ville. Je pense que Valor pourrait gagner. » Harper rigola. « Quand ? Il m'écoute à peine la moitié du temps. » « Mais il écoute quand ça compte, » insista Maya. « Et puis, ce n'est pas seulement pour gagner. C'est pour montrer à tout le monde à quel point il est incroyable. » Harper hésita. La simple pensée de se tenir devant une foule, sous les lumières éblouissantes et les regards vigilants, provoquait en elle une tempête d'anxiété, un écho du chaos du champ de bataille. Mais ensuite, elle regarda Maya, pleine d'espoir, déterminée, confiante. Peut-être que c'était plus qu'une simple compétition. C'était peut-être une chance de récupérer une partie d'elle-même qu'elle croyait perdue. Très bien, acquiesça Harper. Faisons-le. Cette nuit-là, longtemps après que Maya se soit couchée, Harper était assise seule dans la cuisine, les mains enroulées autour d'une tasse de thé froid. L'idée de concourir la tenaillait, à la fois excitante et terrifiante. La foule, le bruit, les lumières, toutes ces choses qu'elle avait évitées pendant des années. Son esprit tourbillonnait de souvenirs qu'elle ne voulait pas revisiter. Des cris, des sirènes, la sensation de gants ensanglantés. Sa poitrine se serra. Mais ensuite, elle entendit la respiration régulière de Valor à ses pieds, et le doux ronflement de Maya venant de l'autre pièce. Elle ne pouvait pas laisser la peur gagner à nouveau. Pas quand 2 vies s'appuyaient désormais sur elle pour trouver la force. Elle avait survécu à la guerre. Elle pourrait bien survivre dans cette arène. Il ne s'agissait pas de trophée. Il s'agissait de vérité, de lien et de seconde chance. Cauchemar, sueur froide, le poids écrasant de l'impuissance. Un après-midi, alors que le tonnerre grondait au loin, elle s'effondra sur le sol de la cuisine, incapable de respirer. Maya courut vers elle et lui serra les épaules. « Et ne disparaît pas, grand-mère. » Pas encore. Harper cligna des yeux pour retenir ses larmes. Je ne sais pas comment faire sans lui. Si, tu sais, murmura Maya. Tu es forte. Plus forte que quiconque je connaisse. Et Valor a besoin de toi maintenant. C'est à ce moment-là la peur dans la voix de Maya, le souvenir de Valor pressé contre sa jambe pendant ses crises de panique qu'Harper comprit. Quelqu'un l'avait emmené. La porte est laissée entr'ouverte, aucun signe de lutte, aucun aboiement. Ce n'était pas un hasard. Puis elle se souvint de Grant. L'éclat froid dans ses yeux lorsqu'il observait Valor pendant la compétition. La façon dont il applaudissait sans sourire. Quelque chose se tordit dans son ventre. Harper se leva, le cœur battant avec une nouvelle détermination. Elle ne pouvait pas s'effondrer maintenant. Pas quand Valor pouvait être là, effrayée, blessée. Elle lui devait ça. Elle le devait à Maya. Le combat n'était pas terminé. Il venait juste de commencer. La maison semblait vide sans Valor.
Harper n'arrêtait pas de repenser à ce matin-là, à ce qu'elle aurait pu faire différemment, aux signes qu'elle aurait pu manquer. Elle repassait chaque seconde, comme un médecin réexaminant un triage raté. Où l'avait-elle laissé tomber? Les jours se fondaient les uns dans les autres. Des tracts couvraient les poteaux téléphoniques. Harper parlait aux voisins, frappait aux portes, parcourait les refuges locaux. Rien. C'était comme s'il s'était évaporé. Maya restait optimiste. Quelqu'un le verra. Quelqu'un appellera, murmurait-elle chaque soir en traçant son doigt sur la carte usée qu'elle gardait sur la table de la cuisine. Harper, elle, en doutait. Son instinct lui criait qu'il ne s'agissait pas d'un simple chien perdu. Valor ne s'enfuyait pas. Il revenait toujours. Non. C'était autre chose. Quelque chose de calculé. Tard un soir, Harper était assise seule, les yeux fixés sur le tableau en liège qu'elle avait monté, cartes, photos, punaises, notes. Rien ne collait. Elle serra les poings, tremblante. Une nouvelle crise de panique la submergea. Mais elle se souvint alors du visage de Maya, le jour de la disparition de Valor. La peur. La façon dont elle avait dit. « Elle ne disparaît pas, grand-mère. » Ce souvenir la bloqua. Harper ferma les yeux, repensant à la compétition, aux gens, au bruit, au visage. Puis un visage émergea du brouillard. Grant Ellison. Il était là. À observer. Silencieux. Trop silencieux. Elle se souvint de son regard pendant la performance de Valor. Froid. Calculateur. Son cœur s'emballa. Cela devait signifier quelque chose. Elle sortit le programme de la compétition. Le nom de Grant y figurait comme sponsor. Les mains tremblantes, Harper prit le téléphone et appela la police locale. « Je dois signaler un vol, dit-elle. Et je crois que je sais qui a pris mon chien. » Il n'y avait pas grand-chose à faire, pas de témoins, pas d'images, pas de preuves. Mais c'était un point de départ. Harper n'était pas prête à abandonner. Ni Valor. Ni elle-même. S'il fallait replonger dans toutes les ombres de son passé pour le retrouver, elle le ferait. Le détective Carson l'écouta patiemment. Elle lui raconta tout, son histoire de SSPT, son lien avec Valor, la disparition, ses soupçons sur Grant Ellison. Nous n'avons pas grand-chose sur quoi nous appuyer, admit Carson. Mais j'ai déjà entendu le nom d'Ellison. Il a de l'argent, de l'influence. Assez pour faire disparaître des choses. Harper remit tout ce qu'elle avait, le dépliant, le programme, les notes de son tableau, même une liste de questions écrites lors de ses nuits blanches. Carson promit d'examiner la question. Quelques jours passèrent dans un silence tendu. Puis vint un appel. « Nous pourrions avoir quelque chose, » déclara Carson. Un renseignement anonyme parlait d'une propriété privée appartenant à Ellison, près de la périphérie, un ancien chenil. Harper proposa immédiatement de s'y rendre. Carson refusa. « S'il est coupable, il nous faut un mandat. Faisons les choses correctement. » Les 24 heures suivantes semblèrent durer un siècle. Quand Carson rappela, sa voix était grave. « Nous avons trouvé des signes. Des égratignures sur les murs, une laisse rongée, des traces de sang. Pas de chien, mais des indices qu'un chien a été détenu là récemment. » Le cœur d'Harper se serra. « Vous pensez qu'il est encore en vie ?» murmura-t-elle. « Je pense que quelqu'un n'a pas reçu l'obéissance qu'il attendait », répondit Carson. « Les chiens comme Valor aiment, ils ne se soumettent pas, surtout quand leur lien est avec quelqu'un d'autre. » Des larmes montèrent aux yeux d'Harper, pas de peur. De fureur. Valor n'avait pas seulement été enlevé. Il s'était battu. Tard dans la nuit, Harper se tenait dehors, regardant les étoiles. Le traumatisme de la guerre l'avait rendu craintif de bien des choses, la foule, le silence, même son propre esprit. Mais ce qu'elle craignait le plus désormais, c'était de perdre l'être qui l'avait aidé à se retrouver. Elle ne pouvait pas laisser cela arriver. Elle ne le ferait pas. Le lendemain matin, Carson arriva avec de nouvelles informations. Nous avons obtenu des images d'une station-service près de cette propriété. On y voit le camion d'Ellison partir, mais ne jamais revenir.
Et il y a un deuxième véhicule que nous avons retrouvé, stationné près d'une clinique vétérinaire en dehors de la ville. Harper retint son souffle. Un vétérinaire ? Peut-être que Valor avait été blessé. Peut-être que quelqu'un essayait de l'aider. Carson la regarda droit dans les yeux. Nous sommes proches, Harper. Accroche-toi. Pour la première fois depuis des jours, Harper laissa l'espoir renaître. L'homme qui lui avait volé sa paix pensait pouvoir effacer le lien entre elle et Valor. Mais il avait sous-estimé ce que l'amour et la survie pouvaient accomplir. La clinique vétérinaire était petite, nichée entre des chênes à la lisière de la ville. Harper et Carson y arrivèrent à l'aube. La réceptionniste parut surprise, mais hocha la tête lorsque Carson montra son badge. À l'arrière, murmura-t-elle. Un homme l'a amené il y a 3 jours. Il a dit qu'il l'avait trouvé boitant près de l'autoroute. Harper la suivit dans le couloir stérile, le cœur battant si fort qu'il couvrait tout le reste. Chaque pas résonnait comme une marche vers quelque chose de sacré. Puis elle le vit. Valor gisait dans un chenil, son pelage emmêlé, une jambe bandée, une ecchymose sous l'œil. Mais il était vivant. Au moment où leurs regards se croisèrent, ses oreilles se dressèrent, et son corps tenta de se redresser malgré la douleur. Harper tomba à genoux. Mon grand, c'est moi. Valor émit un faible gémissement, sa queue battant doucement. Dès que le loquet s'ouvrit, il tituba dans ses bras, pressant son poids contre sa poitrine comme pour s'assurer qu'elle était bien réelle. Elle l'enlaça, enfouissant son visage dans sa fourrure, les larmes trempant son manteau. « Je suis tellement désolée, murmura-t-elle. J'aurais dû mieux te protéger. » Mais Valor ne lui en voulait pas. Il ne l'avait jamais fait. L'inspecteur Carson se tenait à l'écart, silencieux, leur laissant de l'espace. Ce n'était pas juste des retrouvailles. C'était une résurrection. Plus tard, alors que le vétérinaire expliquait les blessures de Valor, ses fractures mineures, sa déshydratation, son traumatisme dû au mauvais traitement, les mains d'Harper tremblaient, mais sa voix resta ferme. Quoi qu'il lui faille, il l'aura. Il rentre à la maison.